qu'on aurait dû prévoir quelque chose d'un peu exceptionnel pour cette échéance historique. Donc, les 3 sorciers de Smart Bourse avec nous, comme chaque 3e vendredi du mois. Romain Debry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour. Jean-Luc Hussac, trader et formateur chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et Philippe Béchade, président des Éconoclasses, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bah oui, c'est vrai, on célèbre quand même le record historique à date du CAC 40 Cash qui a été donc marqué hier à la veille de cette échéance du mois de février qui restera donc une échéance pour l'histoire de ce point de vue-là. On verra ce que nous réservons les prochains jours et les prochaines semaines évidemment sur les marchés. Quel est le bilan qu'on tire de cette échéance sauvage, Romain ? Eh bien, encore une progression, 4,95% sur l'échéance du mois de février, 7342,90 à la compensation de 16 heures. Donc encore de la force là, dans un mouvement assez impressionnant. Il y a toujours ce constat intéressant que du côté des marchés dérivés, du côté des futurs, la position ouverte n'a pas augmenté de façon spectaculaire. Elle a augmenté sur l'indice CAC 40 de 7%, sur l'Eurostoxx de 2,3%, sur le S&P de 3,80%, par rapport à des progressions donc, de l'ordre de 4-5% selon les indices. On a l'habitude de voir dans des mouvements de hausse du soutien du côté du futur. C'est un signe d'ouverture d'intérêt. Les arbitragistes créent des nouveaux contrats pour aider, accompagner le mouvement et faire en sorte que l'indice CAC 40 futur reflète bien l'indice CAC 40 cash. Et que donc la position soit équilibrée. Là, on n'a pas un gros soutien du côté des marchés dérivés. En fait, ça s'explique par un phénomène qu'on avait déjà expliqué le mois dernier. Il y avait beaucoup de vendeurs sur le marché. Et donc, ils ont été contraints soit de se couvrir, soit de se racheter. Et donc, acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. Et c'est ce qu'on a constaté ici. Bloomberg l'a annoncé il y a une dizaine de jours. 300 milliards de dollars de rachat de positions short sur les marchés américains. Il y a eu effectivement... et c'est assez inhabituel, des grosses mains du marché qui ont été prises à contre-pied. D'habitude, ce sont eux qui anticipent les mouvements, et là, c'est plutôt l'inverse. Donc, on a un cas de figure assez inédit, et donc, effectivement, un marché qui est assez incroyable, assez surprenant. Mais il ne faut pas y voir un manque d'intérêt. Vous dites c'est simplement une neutralisation des vendeurs, de ceux qui étaient short et de ceux qui sont à l'achat. Bien sûr, on l'avait vu déjà début fin 2018, début 2019, un début de mouvement qui s'était construit de la même façon, avec peu d'intérêt sur le futur, et on se demandait d'où ça venait, et c'était ce mécanisme-là. Le fait d'ouvrir de nouveaux contrats futurs, c'est pour permettre de nourrir un intérêt. Si les acheteurs et les vendeurs réussissent à se contrebalancer, la position verte n'a pas besoin d'augmenter nécessairement beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore du cash disponible, parce que par rapport à avant, on a toujours un déficit de position ouverte par rapport au mois précédent, et notamment au mois de décembre, où on avait clôturé l'échéance avec une nette baisse de nombre de contrats futurs. Donc on n'a pas rattrapé ces niveaux-là du tout. Il y a encore des disponibilités. Donc oui, il y a un phénomène technique. Si on veut aussi, pour un petit détail technique intéressant sur l'indice CAC 40, hier, ce qui s'est produit, il n'y avait pas d'option de vente sur l'échéance du mois de février, donc de put, au-delà de 7225 points sur l'indice CAC 40. Il n'y en avait aucune ouverte. Il n'y avait pas, on a la position ouverte est lisible. Donc le fait de dépasser ce niveau-là à la veille d'une échéance, ça crée un phénomène technique, et c'est l'accélération haussière qu'on a vu se mettre en place sans réel message ou nouvelle. Il y a eu le franchissement d'un niveau technique, et ça a joué sur ce mouvement-là, qui a été invalidé assez rapidement d'ailleurs dans la foulée. Donc il y a aussi, dans la période de 24-48 heures qu'on vit là, des éléments techniques qui jouent, liés à l'échéance des marchés dérivés. Je suis assez curieux de voir comment va se passer le début de semaine prochaine, après ce mouvement-là, qui va être sinon faussé, en tout cas influencé par des phénomènes d'arbitrage, des phénomènes techniques. Mais on arrive sur l'échéance du mois de février, qui était extrêmement pessimiste et prudente du côté des couvertures dans les portefeuilles, sur l'échéance du mois de mars, avec toujours un niveau de couverture important, un peu moins, mais c'est souvent le cas au début d'une nouvelle échéance. Mars est une échéance importante cette fois-ci, l'intérêt est un peu plus marqué, il y a un peu plus d'options ouvertes sur le mois de mars. Il y a toujours beaucoup d'options de vente entre 7000 et 7003, donc même si une consolidation se mettait en place, ce serait toujours par à-coup et avec beaucoup de force de rappel, et encore une fois, consolidation, on n'attend pas des mouvements supérieurs à 3-4% au mieux, de ce qu'on peut en lire graphiquement en tout cas. Bon, on va réfléchir ensemble à ce qui peut se passer au mois de mars, bien sûr. Votre lecture déjà de la situation, Jean-Louis, c'est vrai qu'il y a ce phénomène un peu de vertige, quand on voit quand même la puissance du mouvement sur plusieurs mois, l'intensité qu'il y a eu depuis le début de l'année, notamment sur nos marchés actions européens,
particulièrement peut-être d'ailleurs sur le CAC 40, ça donne un peu le vertige des cimes, qui a un côté un peu qui peut faire peur. Quand vous regardez justement techniquement la construction de la hausse, tous les indicateurs que vous pouvez suivre, est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'exubérant qui mérite une prudence décuplée, ou est-ce que le mouvement qu'on constate jusqu'à présent est sain, toujours? Toujours. Oui, non, mais je vérifie. Bon. Toujours. Ben oui, il faut la poser quand même, la question. Non, mais je comprends. Et je le répète chaque jour, je dis, voilà, le marché, d'abord, ne donne aucun signal qui puisse retracer. Ensuite, la volatilité implicite reste toujours entre, au mieux, elle descend à 14, et puis, par exemple, ce matin, elle est remontée à 16,5. Ce soir, elle va être du coup à 15,5 parce que le marché remonte. Donc, il y a zéro complaisance. C'est quoi, on peut parler d'optimisme à ce niveau de volatilité? On n'est plus dans le pessimisme extrême, j'imagine. Non, justement, c'est pas un optimisme béat, c'est un optimisme méfiant. Ouais. On a des gens qui sont d'ailleurs, qui étaient short, il y a eu des phases de rachat de short importants, des hedge funds, etc. Il y a beaucoup de gérants qui, à tort ou à raison, parce que c'est difficile de leur en vouloir. Quand on a mis de l'argent chez eux, c'est évidemment, on a un peu de regret, mais ils ne sont pas suffisamment investis. Donc, évidemment, ça, c'est un support en cas de repli. La normalité, c'est l'excès sur les marchés, de toute façon. Donc, on est dans l'excès, cette fois-ci, peut-être, de la construction de la hausse, peut-être. Mais donc, il n'y a toujours pas de signal. Et puis, à cela, à ce flux quand même d'intérêt, à ces contre-pieds, il y a eu tout de même d'excellentes publications. Et ça, c'est la base, quelque part. À un moment donné, si les publications viennent conforter l'anticipation, que dire d'autre? Ceux qui n'ont pas suffisamment acheté ont eu tort, et puis voilà, point. Oui, non, mais c'est intéressant, parce que je vous entends assez rarement évoquer les fondamentaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas votre façon de faire. C'est pas comme ça que vous opérez sur les marchés. Mais vous regardez les fondamentaux. Non, mais vous les évoquez rarement. Mais là, ça veut dire qu'il n'y a pas, même pour un trader comme vous, tout est aligné. Il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de divergence entre ce qu'on voit du côté des fondamentaux des entreprises et les prix de marché. Alors, c'est vrai que quand je trade, je m'occupe que des éléments techniques. Mais pour me faire un jugement global de la situation, je passe 2 heures par jour tout de même, à plusieurs moments de la journée, à lire tous les commentaires que je peux recevoir des banques, etc. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la divergence qu'il peut y avoir entre ce qu'un consensus, ou pas d'ailleurs, pense de l'économie, des taux, des perspectives, des sociétés, et de ce que fait le marché. Et donc, à un moment donné, quand il y a une divergence, soit il y a un non-confort psychologique. Il y en a qui se trompent, quoi. Il y en a qui se trompent, bien évidemment. Et puis, ça crée un inconfort sur le marché, quelque part. C'est-à-dire que le marché, en même temps, il est comme ça. Il est dans cette divergence. Et il devient hésitant, fébrile. Il est prêt à partir comme un voleur. Parfois, on voit de toute façon qu'il y a énormément de spéculation sur le marché. En tout cas, sur les marchés américains, c'est énorme grâce aux options. Maintenant, il y a des options quotidiennes là, depuis... je ne sais plus, 1 an ou 2. Et du coup, ça amène des paris vraiment importants. On le voit sur les indices qui, tout d'un coup, à partir de 21h, parfois prennent des directions violentes, etc. Donc, les phénomènes de construction, donc les phénomènes endogènes au marché sont de plus en plus impactants. Aujourd'hui, ils impactent à la hausse. Et le news flow est positif, donc ça impacte à la hausse. Donc il y a tout qui fait que ça. Là, ce matin, on m'a posé la question en direct. Est-ce que le marché envoie un premier signal de retour de retracement? Parce qu'on baissait de 0,5 ou de 1%, 1,60 depuis le plus haut, 1,60. Alors, moi, d'abord, j'ai dit un retracement, c'est au moins 3. Bon, alors, qu'est-ce qui plaide pour que le marché, peut-être, amorce quelque chose? Le double top. Parce qu'on a franchi 3 points le plus haut de... Donc c'est pareil. Il y a eu ce qu'on appelle, mais là ça va être infirmé, une bougie sur une journée avec hier donc un gap à la hausse et ce matin un gap à la baisse. Donc ça pouvait être une annonce de retournement de tendance, enfin en tout cas d'un retracement. Et d'un retracement qu'on attend tous vers 6950 par exemple, 7000. Mais même à ce moment-là, quand il y a eu cette situation, je regardais les valeurs, on voit par exemple qu'ils sont venus chercher toute la journée des ramassages sur Orange, les Carrefour, tout un tas de valeurs comme ça. On voyait, moi si vous voulez, ce que je fais, c'est que je mets des palmarès en daily
et je mets les palmarès par rapport à l'ouverture. Et quand vous avez des différences de prix et que derrière ça ramasse pas, on se dit, bon, il y a un décalage de marché, d'intérêt, mais est-ce qu'il y a une force dans ce mouvement? Pas forcément. Quand vous voyez que la valeur, depuis l'ouverture, gagne 4%, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, ça ramasse. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire une idée aussi. Enfin, c'est un faisceau d'indications où on se dit, tiens, ils sont là, ils ramassent, il y a de l'intérêt, il y a une véritable conviction à vouloir venir chercher la valeur. Intéressant parce que vous citez l'exemple d'Orange et de Carrefour, qui sont quand même vraiment typiquement les valeurs qui n'intéressaient personne pendant des années, et c'est les valeurs qu'on ramasse aujourd'hui. Ah ben là, depuis 2 jours, on l'a vu, 3 jours. Et d'autres. Ouais. Et d'autres. Et d'autres. Bon, bilan de cette échéance pour vous, Philippe, est-ce que c'était une bonne échéance pour les algos? Excellent. Je reprends l'image de Jean-Louis. On est dans une construction. Alors, il y a 2 façons de construire. Soit c'est la psychologie humaine, et on a des successions de vagues avec des hauts toujours plus hauts, des bas toujours plus bas. On a de temps en temps une réaction à des statistiques bonnes ou mauvaises. Bon là, statistiques bonnes, statistiques mauvaises, ça monte quand même. Voilà. Donc, il n'y a pas de construction à partir, je veux dire, d'une succession d'impulsions, de peur et d'avidité, reflétant une psychologie humaine. Donc, on est vraiment dans une construction. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, une construction, c'est quelque chose qu'on a programmé à l'avance. Des fois, les constructions sont complexes. Si on veut construire un truc sur 4 ou 5 mois, j'imagine qu'il faut avoir des plans solidement établis. Il faut que la partition soit bien rédigée, bien exécutée. Ben, on est là on termine notre 5e échéance dans le vert, échéance boursière. 20e semaine de hausse et un peu plus de 30% gagné pour le CAC 40 depuis le 29 septembre. Bon, on a déjà gagné 30% en 4 ou 5 mois. Oui, c'est arrivé rarement et souvent après des corrections terribles. Hein. Oui, ça n'intervient pas à un moment non plus qui a été... c'est pas comme si l'année 2022 n'avait pas été une année particulière. Voilà. Alors je me suis dit, bon, regardons si par le passé, on a des cas de figures similaires qui peuvent nous apporter un enseignement. Donc j'aime bien faire un petit peu d'histoire. Et donc je me suis dit, alors est-ce que déjà on a vu des marchés gagner 30% quand les taux, durant ce laps de 4 mois, maintenant de 5, est-ce qu'on a déjà vu 30% de hausse sur un indice, ou 25 sur le Dow Jones, quand les taux prenaient 200 points? Non. On a déjà vu des hausses de 12-13% sur 4 ou 5 mois, avec des taux qui montaient de 25 points à chaque réunion de la Fed. Donc on arrivait sur 5 mois à avoir plus 100 points. Bon, là, on est à 200, le double. Eh bien, on est avec une variation positive du double de celle qu'on n'a jamais observée sur les 50 dernières années quand la Fed monte les taux. La hausse des taux, c'est bon pour les actions. Non, mais là c'est... alors, je me dis, peut-être que c'est bon pour les actions. Soit. Ou alors, cherchons l'autre explication. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est les résultats, mais qui sont bien meilleurs que prévu. Bah, comme à chaque publication. Depuis 10 ans, les résultats sont toujours meilleurs que prévu. Et donc, on nous dit, décembre, magnifique, la fin de l'année, de très bons résultats. OK. Alors, je regarde les prévisions, oui, effectivement, c'est supérieur. Puis après ça, je compare à 4e trimestre 2021, et là, sur le marché US, moins 29. Oui. Attendez, ça veut dire qu'on va payer plus cher alors que les bénéfices ont reculé de moins 29. Alors je me suis dit, hop, vite, je regarde dans mes tablettes, est-ce qu'on a déjà vu un indice gagner 15, 20% quand les bénéfices reculaient de moins 15, moins 20? Je ne vais même pas jusqu'à moins 29, parce que là, c'est un scénario. Ah ben là, c'est zéro. Il y a 0 occurrence en un siècle. Donc c'est vraiment historique alors cette échéance. Ah, totalement. Non mais c'est simple, tout le monde, tous ceux qui nous regardent peuvent vérifier, il n'y a aucune occurrence sur un siècle où des indices gagnent 20, 25, 30% avec des bénéfices. On constate tous d'ailleurs que... Ils sont en recul de 20% par rapport à l'année précédente. Ça se reflète quand même dans une dynamique américaine des indices américains qui est moins franche, moins convaincue que ce qu'on voit en Europe quand même. Je vais vous dire, là, soyons... on peut se parler franchement. Ce qu'on vit, ça s'appelle Alice au pays des merveilles.
Voilà. Alors, je cherche une explication éventuelle, quand même, parce que tout est surréaliste. La seule chose qui me paraît cohérente depuis septembre dernier, c'est que, pour l'instant, l'inflation reste supérieure au taux d'intérêt réel. Donc, quand vous empruntez pour jouer sur les marchés, pour l'instant, vous battez largement l'inflation. Ou réciproquement, vous empruntez très en dessous du coût de l'inflation. Alors ça, je dirais que c'est le seul lien que je peux faire entre la performance des marchés et zéro occurrence historique d'une hausse de 30 points, enfin de 30% du CAC quand les taux montent et quand les bénéfices baissent. Et je ne parle même pas d'une guerre en sous-jacent. Et ça veut dire quoi ? Que le marché est vulnérable ? Non, il est construit, c'est ce que dit Jean-Louis. Okay. Et donc, il y a des mains encore plus fortes que les hedge funds qui leur défoncent la tronche chaque fois qu'ils prennent une position short. Et qui prend des positions short, des idiots que tout le monde connaît, comme Ray Dalio, Sam Zell, etc., des vieux de la vieille. Ils se font défoncer. Et parce que eux, ils se disent, oui, effectivement, j'ai pas d'exemple sur 100 ans d'un marché qui prend 15% quand les taux prennent 200 points. Voilà. Et il a arrêté en septembre, Dalio. Oui. De shorter l'Europe. Ouais. Dalio, il est sorti. Bon, après, je sais pas, hein, les valos, nous, c'est ce qu'on a expliqué aussi cette semaine. Alors, ça nous ramène aux ratios fondamentaux de PE, forward, etc. Mais le CAC, le record du CAC 2022 à 7384 par rapport au record du CAC 2023 7387, pour le même prix, c'est moins cher. C'est-à-dire que le CAC aujourd'hui, pour le même prix, est moins cher que le CAC de 2022 au même prix. Globalement, oui. Si vous retirez Total, vous changez complètement la perspective. Ouais, d'accord, mais on retire tout, quoi. C'est l'oignon, on épluche tout, on enlève l'oil and gas, les banques, les secteurs qui... Là, en l'occurrence, Total, des gains ça compte, Total. C'est sur des gains sur le raffinage et sur les marges et tout ce qu'on veut. Mais enfin, n'empêche que la hausse du pétrole, ça a pénalisé tout le reste. Qu'est-ce qui peut se passer effectivement maintenant du coup, Romain ? Comment on réfléchit à la suite, sachant qu'on est sur des niveaux historiquement élevés pour le CAC 40 notamment. Déjà, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on a encore des cibles au-dessus de nous ? Ou est-ce qu'il faut même oublier la logique d'objectif, de cible ? Comment on travaille là à partir de ce niveau-là ? D'une façon générale, déjà, le principe de l'analyse graphique, c'est que la tendance a vocation à se poursuivre, sauf quand elle se retourne une fois, mais c'est pas la règle. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux d'invalidation. Le marché est construit entièrement d'accord avec ce qui se passe sur certaines valeurs qui étaient en retard. Dassault Systèmes, elle est sortie d'une zone de consolidation. Elle a accéléré de 5% le jour de sa publication. Elle consolide un peu, mais ça ouvre la voie à une progression complémentaire. Le grand, pareil. Je parle de celles qui récemment ont progressé et qui étaient en retard. Il y en a pas mal. Donc il y a des choses qui s'ouvrent. Airbus, elle vient de repartir cette semaine sur Fond News. Il y a donc un ensemble de valeurs qui prennent le relais et on cherche. On voit aussi ces phénomènes de contre-pied systématiques et mécaniques qui sont intéressants à regarder. Kering, quand elle publie, c'était -5. Et c'est même un gag, c'est que dans la salle des marchés, j'arrive et donc on me dit oui, Kering, je demande si Kering a publié. On m'a dit oui, -5 à l'ouverture. Je fais bon, je regarde l'écran, elle était à 0. Et donc en fait, le temps d'annoncer un -5, elle avait déjà pris 5%. Ouais. Et elle finit à +5 ce jour-là. Ouais. Alors il y a de l'algo, c'est sûr. Il y a quoi ? Il y a des opérateurs en retard qui ramassent, qui trouvent des points d'entrée sur des titres qui ont peut-être moins payé que le reste. Et puis, il y a une fois que le phénomène a été enclenché, effectivement, le côté automatique qui fait qu'il y a un trend sur un titre et que l'algorithme ne le lâche pas. Et donc ça, c'est très, très intéressant. On a eu la même chose sur TF1, qui perdait 13%, et elle revient à son point d'équilibre 2 jours après. 13%. 13%, quand tu as une sanction comme ça sur un titre avec du volume, on ne retrouve pas les cours 2 jours après en général. Non. Donc, il y a un phénomène comme ça qui est hyper brutal, et ce phénomène de publication, plus gentiment, Michelin qui publie, qui était dans le rouge, elle termine à l'équilibre. Alors, elle perdait à peine 2%, je crois. C'est pas méchant, mais c'est Michelin. C'est-à-dire qu'on lit en 2 temps les publications, et donc il y a ça. Donc oui, c'est construit. Est-ce qu'on arrête les cibles ? Non. Alors déjà, si on regarde les indices américains, c'est pas le même comportement. Eux, ils ont accéléré violemment et ils sont entrés en consolidation. Ils ont été chercher les premières cibles et consolident. Si on prend le Nasdaq, il a dépassé 12 165 points. On visait comme première cible 12 885. On était 12 865, 12 880.
On est allé chercher le niveau. Depuis le 6 février, ça consolide dans un canal alors plus ou moins propre. Il y a des arbitrages, mais ça consolide. On est presque revenu s'appuyer sur le niveau de support. C'est pas reparti. Donc là, il y a une consolidation qui se met en place. Et la cible, c'est 13 720 sur le Nasdaq, d'après la figure graphique qu'elle a formée. Donc il y a encore de la place. 4 350 sur le S&P avec le même genre de configuration. Donc là, la question, c'est plutôt de savoir est-ce que ça va consolider ou pas. Chez nous, sur l'indice CAC 40, il y a eu 3 tentatives graphiques de consolidation, c'est-à-dire de rupture de niveau majeur avec un peu de volume et en séance. Encore une fois, un contre-pied des algorithmes. On s'arrête sur des niveaux de support intermédiaires, pas des supports majeurs, et ça repart dans l'autre sens aussitôt. La zone 7115, 7125 qu'on avait identifiée, qui a été payée 8 fois d'affilée pendant 8 jours, tous les jours qui a servi de rebond, elle est enfoncée. Après, sur des points hauts de marché, avec un peu de volume, une accélération baissière, on peut se dire, tiens, c'est peut-être un début de consolidation. Rien du tout. Ça a duré 24 heures et c'est reparti dans le sens inverse. Là, c'est le 3e signal avec une structure qu'on appelle en vague de Wolf qui a commencé à se mettre en place, qui avait été ce qui avait été le cas sur l'indice CAC 40 en janvier 2022. Elle avait extrêmement bien fonctionné. Elle avait donné la fin du mouvement haussier et c'était un mouvement très large. La cible, c'était 7003, 5750 points. Ouais, cette figure, en janvier 2022, elle s'est développée avant le déclenchement de la guerre d'Ukraine. Oui, tout à fait. Et elle s'était validée, elle avait donné une cible qu'elle avait nettement atteinte, renforcée par le contexte ensuite. Mais là, elle a commencé à se mettre en place et on voit qu'on oscille, c'est pour ça qu'on va voir, mais il ne s'agit plus de retracement dans la même proportion, c'est éventuellement une cible située à 7050 points. Et encore, on voit que encore une difficulté à se mettre en place, ça ne fera jamais 203 et un mouvement qui a du mal à se mettre en place. Donc, on vise, comment est-ce qu'on fait pour trouver des cibles? On voit les trading ranges dans lesquels on évolue et on les duplique vers le haut. C'est comme ça qu'on a trouvé sur le futur, alors 84,5, c'était trouvable avec l'indice CAC 40 cash, et c'est comme ça qu'on fait avec les autres indices. Donc pour l'instant, pas de signaux d'invalidation du tout, un marché qui reste fort, du cash disponible encore, et c'est ce phénomène-là. Et pour une des explications aussi à ce phénomène excessif qu'on peut voir là, je crois qu'il y a des liquidités encore disponibles qui sont dans des quantités monstrueuses. Et que, oui, on a peut-être fait surchauffer la machine dans les années précédentes avec cette injection de liquidité, que là, ça s'arrête, mais c'est comme l'image du tanker, du bateau, qui s'arrête. Il y a de l'inertie. Qui a de l'inertie et ce qu'on appelle de l'air. Et il peut couper ses moteurs 4 heures avant d'arriver au port et continuer à avancer pendant 4 heures sans aucune hélice qui tourne. Et je crois qu'on est un peu dans ce phénomène-là. On a un cash pas possible disponible et que donc, il a été... sur des phénomènes techniques, il y a eu des contre-pieds, mais je crois qu'il y a aussi cherché à l'employer et que c'est le cas encore. Je ne dis pas qu'on construise des choses très raisonnables et je pense que ça peut durer. Je pense qu'à moyen long terme, 1 an et demi, 2 ans, ça pourrait créer des choses plus dangereuses. Pour l'instant, mais bon, c'est une feuille de route, ça ne veut rien dire. Je ne veux pas dire ce qui se passe dans un an et demi. Les marchés rebaisseront un jour, oui. Mais voilà, mais c'est pour l'instant, on a encore ce phénomène-là et il peut durer, il peut continuer et s'amplifier. Et donc, je crois que c'est ce à quoi on assiste et que, oui, effectivement, il ne faut surtout pas le contrer, qu'on a envie de prendre du bénéfice, d'essayer d'arbitrer, etc. Je comprends, mais il n'y a pas de signaux de retournement sur aucun des indices pour l'instant. Qu'est-ce qui vous fait rire, Jean-Louis? Le marché baissera plus jamais? Normalement, c'est quand on commence à entendre ces phrases. Bah oui, je sais bien. Même avec de l'humour, justement, que c'est la fin. Ah oui. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Bien sûr, il n'y a pas de signal. Non, mais alors, du coup, concrètement, comment on opère sur ces niveaux de marché? Quels sont les niveaux là auxquels on est attentif? Prochain. D'accord. Donc ça, c'est l'objectif. Dans la tendance actuelle, c'est l'objectif. Ouais. Ok. On pourrait imaginer, par exemple, par rapport à cette situation, que le marché rebaisse avec un double top, etc., etc. Mais si jamais il franchit les 7400, on va dire, 390, 400, ça peut à nouveau créer des ordres, des algorithmes qui achètent. En général, les écarts types, dans ce sens-là, c'est plutôt 3%, par exemple, sur du moyen terme. Donc faire 3% de plus, faire donc un genre de fausse sortie par le haut, mais puissante quand même, hein, craque à la hausse, quoi. 220 points de plus, et puis revenir en arrière, stabiliser autour de 7003, 7002, et ensuite déclencher un signal de vrai retournement sous les 6950. Ça pourrait être un scénario graphique parfait. D'accord. Et donc là, dans ce scénario que vous proposez, à 6950, il faudra lâcher, quoi. Il faudra sortir. Voilà. Faudra lâcher le rallye à ce moment-là. Et on aurait, si vous voulez, une redistribution de force intéressante, juste entre 7004 par exemple et 7006, où certains qui auraient payé beaucoup moins commenceraient à s'alléger, et d'autres qui sont comme ça et qui soient pas suffisamment acheteurs, mais vraiment dans la galère,
des shorts, etc., qui, eux, sont obligés de payer en voyant pas le bout du tunnel. Et du coup, on a le cas classique de la redistribution d'intérêts sur des mains faibles et qui se font encore tarter au point haut. Quoi. Romain ? Moi, je laisserais une centaine de points de marge de plus, 6865, mais à 865, 830, c'est une zone qui serait... c'est ce qu'on attendait, on ne l'a pas vu. Donc on la remonte de 200 points. Mais c'est maximum là. Oui, effectivement, là, ça changerait les choses. C'est la borne haute du canal haussier au sein duquel le CAC 40 cash évolue depuis 2011. On l'a débordé, et donc c'est un niveau vraiment majeur. Ouais. Philippe ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et 6950 est actuellement à l'instant à la verticale du sommet, donc c'est la base du canal haussier. Dans une semaine, on aura passé tranquillement les 7000, et puis on sera peut-être pas loin de 7100, notre prochaine échéance, autour du 18 ou 19 mars, pour les 4 sorcières. Pourquoi pas sorcier. Oui, sorcier et sorcière, il y aura les deux. Alors, la parité. D'ici là, je me demande, et j'en suis presque à souhaiter, que les taux continuent de monter, puisque depuis le 2 février, ça y est, c'est reparti. Les taux longs US, ils sont passés de 6,50 à 6,88, 6,80. Attendez, vous parlez parce que c'est les mortgages, là, je suis sur les à 30 ans ou... C'est un lapsus. Effectivement, je suis sur les mortgages qui viennent de reprendre eux aussi pas loin de 50 points. Et le taux 10 ans est autour de 3,80, 3,85, avec toujours la même inversion de courbe importante, 120, 125 points. Le 6 mois qui est à 5,01, 5,02. Voilà. Et c'était 30 points de moins le 17 janvier dernier. Le marché s'est recalé là-dessus. Donc, quelque part, plus les taux montent, plus ça monte. Enfin, j'ai regardé le nombre de séances où les taux ont progressé, le nombre de séances où le CAC a progressé, c'est merveilleux. C'est magnifique. Et puis on peut rajouter les cryptos, le Bitcoin. Plus les taux montent, plus les actions montent, plus les cryptos montent. C'est vrai qu'on revoit, non mais il faut le dire, on revoit quand même quelques poches, moi ce que j'appelle les tulipes là, qui se redressent. C'est-à-dire qu'on voit quand même dans le Nasdaq de la tech non rentable qui rebondit, les cryptos, les ETF ARK de Cathy Wood, etc., qui sont tous des petits indicateurs. Oui, voilà, Tesla, etc., Meta qui double en 3 mois, etc. Oui. Là, on est en train. Mais à côté de ça, il y a Orange, Carrefour, les banques, l'automobile, Atos. Il a fallu qu'on mette la fourche au creux des reins pour que d'un seul coup les gens se mettent à acheter du Casino. Aujourd'hui, on était à plus 6, plus 7, du Carrefour, etc. Donc, on voit bien que spontanément, ça n'a pas été les dossiers sur lesquels on s'est précipité. Bon, Orange, il y a une news. On est d'accord. Oui, puis c'est peut-être pas la même, pas la même qualité de dossier que Casino. On voit bien que d'un seul coup, il y a des choses qui se déclenchent. Et là, vous l'avez observé, effectivement, quand l'algo voit d'un seul coup une différence de volate, pouf, c'est parti. Et je ne sais pas si vraiment derrière, il y a une vraie idée fondamentale dans cet investissement, ou plutôt ce suivi et cette tentative de coller systématiquement au benchmark. On remarque quand même que les comportements de marché qui ne sont pas forcément, des comportements psychologiques, c'est la reproduction de comportements psychologiques anciens qui sont gravés dans la mémoire ou la construction des algos, qui fait qu'on voit des choses se reconstituer de la même façon qu'à des époques où le marché était un petit peu exalté, euphorique, etc., exubérant, pour reprendre une expression des banques centrales. Mais là, tout se fait finalement sans qu'il y ait d'intervention humaine ou quasiment. Si on va au-delà des algos, effectivement, le phénomène le CAC, le record du CAC en 2022, il se fait avec des taux qui sont à 0. Là, pour le même prix, encore une fois, pour le même record, on a des taux qui sont à 3% en Europe. Et la croissance passe de 5 à 0,5. Oui. Voilà. Oui, sachant qu'il y a encore 6 mois, on imaginait que la croissance allait être moins 2 en zone euro. Donc, oui, mais c'est toujours le même. Oui, je suis d'accord. C'est moins pire que prévu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes qui ont fait le record 2023 du CAC que ceux qui ont fait le record du CAC en 2022, j'imagine. Cette hausse des taux, je constate qu'elle profite à certains secteurs et à certaines entreprises. Arc Capital a culminé. Oui, en novembre, ça, je suis d'accord. 2021, c'est le contre-exemple. Mais à côté de ça. Oui, comme le Nasdaq, oui, bien sûr, novembre 2021.
parce que le CAC a pris 30%, alors que le Nasdaq n'a pris que 20%. En fait, c'est ça le. Ouais. Bien sûr. Bah oui. C'est ce qu'on. Mais même, même depuis mars 2020, le CAC surperforme le Nasdaq. C'est ce qu'on indiquait, ce qu'on pressentait. Il y a effectivement un changement de cycle probablement qui se met en place et que les stars des 10 dernières années ne seront probablement pas les stars pour les années à venir. Et on voit les titres qui tiennent extrêmement bien. J'ai un peu la même liste à chaque semaine, à chaque échéance, mais c'est parce qu'elle fonctionne toujours bien. Michelin, Schneider. Il y a Vallourec aussi, qui a un très beau parcours, qui est en train de sortir d'une structure de consolidation de très long terme, de 2018. Elle s'attaque à ces bornes-là. Pour les plus petites valeurs, il y a, alors, pas en retard, mais Beneteau, qui attaque des niveaux de résistance majeurs aussi. Renault, qui prend, je ne veux pas dire de bêtises, mais plus de 35% depuis le début. Oui, c'est possible. Il y a la moitié du CAC qui prend entre 15 et 40% depuis le début de l'année. Voilà, donc, que nous, pour laquelle on a allégé après 25% depuis le début de l'année, en se disant on essaiera de retrouver un point d'entrée. Elle a perdu 5% entre-temps, en 2 jours, et on n'a jamais pu rentrer. L'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Non, mais je dis ça en plaisantant, il fallait le faire. Enfin, on arbitre des portefeuilles, et il y a un moment où on atteint des niveaux de résistance. Ce sont nos cibles, et c'est notre modèle. Ça, c'est la discipline du processus. C'est exactement. Donc, voilà, il y a des valeurs comme Danone qui repartent aussi. Donc, il y a effectivement un roulement qui se met en place. C'est très difficile de trouver une logique sectorielle aussi. Habituellement, on avait ça. On avait des secteurs qui performaient plus que l'autre. Là, il y en a 2 qui sont nettement surperformants. C'est l'automobile et la banque. En dehors de ça, on peut surveiller effectivement les télécoms. Il y a un phénomène de quelques heures qui est en train de frémir. Mais bon, les télécoms, on a souvent annoncé la possible surperformance des télécoms. Et ça ne s'est jamais avéré. En tout cas, depuis que je suis les marchés. Donc, mais sinon, sorti là, il n'y a pas de cette logique. Donc, il y a effectivement des titres individuellement qui reviennent, mais ce ne sont pas les valeurs les plus fortes précédentes. Et donc, je pense que cet arbitrage-là, oui, il va être intéressant à surveiller. Du côté des semi-conducteurs, par exemple, STM, elle a très très bien publié, elle a très bien performé. J'entends dire qu'il y a beaucoup de semi-conducteurs disponibles sur le marché maintenant. Donc, la surprise qui a été créée à ce trimestre, je ne suis pas sûr qu'elle soit reproductible au trimestre suivant. Donc, c'est peut-être pas elle qui va tirer son épingle du jeu. En revanche, on voit des Faurecia, des Valeo, qui, elles, commencent à sortir de zones de congestion importantes. Elles vont être indispensables dans la transition énergétique. On va avoir besoin d'elles dans l'automobile, on va avoir besoin d'elles partout. Donc, Schneider, de la même façon. Donc ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être plus pérennes, qui peuvent durer plus longtemps que ce rattrapage. C'est intéressant. On a l'impression d'avoir des marchés quand même qui sont beaucoup moins mono-factoriels, centrés sur quelques valeurs, les GAFAM et les calls, etc. Enfin, je veux dire, la rotation est beaucoup plus large, la participation semble beaucoup plus large. Le luxe a très bien performé. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il puisse continuer à avoir la même trajectoire de performance qu'il a eu. Alors que, encore une fois, je reviens même, mais Schneider, Michelin, je pense qu'il y a encore largement de la place pour... Bien sûr, mais ça nous raconte des histoires très différentes aussi, je trouve, sur le plan économique, fondamental, cyclique. Non. Mais que ce ne sera peut-être pas les plus forts. LVMH a pris 20% depuis le début de l'année, pèse 13% du CAC, ça fait 2,60 de perf pour le CAC. Déjà rien qu'à LVMH toute seule. Oui, ça explique une bonne partie de la surperf du CAC par rapport à d'autres indices en Europe. Bien sûr. Et les bancaires, c'est comme ça. BNP a pris 22%, etc. Donc là, c'est pareil, c'est un secteur qui a énormément contribué à la hausse du CAC 40. Non, parce qu'on entend beaucoup, c'est un trashy rallye, quoi. C'est le rallye des saletés, etc. Alors, il y en a qui... mais il y a aussi des trucs qui montent, qui se sont fait tarter pour plein de bonnes raisons. Rien. C'est ça. Nos calls, Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, c'est entre 29 et 30% du CAC aujourd'hui. 29-30. Vous rachetez Pernod Ricard, vous rachetez Essilor, Luxottica, on arrive... Non, on arrive à en pondération, moins, mais tu as 2 valeurs intéressantes qui sont en baisse. Les 2 seules valeurs, c'est Total et Sanofi. Et ce sont 2 grosses pondérations, quand même. Donc, à la limite, on peut se dire, tiens, mais il y a encore du relais avec des valeurs comme celle-ci. Bon, c'est vrai que Sanofi, elle fait pas rêver. Total, elle est très liée au pétrole. Il y a eu un parcours déjà, quand même, aussi. Oui, et puis le pétrole a baissé là, ces derniers jours, et donc elle est un peu dans le négatif, de pas beaucoup, moins 0,3. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une forte baisse, mais ce sont les 2 seuls dans le rouge. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même les petites capis, prenons Bouygues, qui est, je crois, la plus petite, Bouygues, elle a été dégradée, c'était au mois de novembre l'année dernière, elle a perdu 10%, et depuis, elle remonte sans arrêt, et là, elle est sortie par le haut de ce... Alors, elle n'a pas encore atteint le dernier plus haut de l'année dernière, mais elle est repassée au-dessus de 31, etc., 32, et donc là, c'était intéressant de voir que des petites valeurs sont ramassées. C'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup d'arbitrage, en effet, il y a beaucoup de gestion indicielle, il y a beaucoup de... Mais il y a aussi
on va quand même chercher une valeur qui est en retard, qui offre un bon rendement, pour lesquels les insiders sont quand même confiants, parce qu'on a vu que la famille Bouygues avait racheté des propres titres, ça on le voit dans les publications AMF. Donc tout ça, ça donne confiance. C'est pas une petite valeur, hein. Enfin non, mais vous me dites c'est des petites valeurs. C'est la plus petite valeur du CAC. Oui, d'accord, voilà. C'est pas une small cap non plus. Hein. Ah non. Non, mais je veux pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit. Tout le monde des gens. Et vous parliez de Total, au moment de la publication, on a perdu 3%, c'était réglé dans les heures qui suivent. Elle est revenue et ça a été un point d'entrée, tout le monde immédiatement pour le marché. Et elle a fait de nouveaux tops dans la foulée. Donc elle monte moins vite parce qu'effectivement elle a beaucoup progressé, mais le moindre repli, c'est une opportunité. Ouais, même TF1, par exemple, elle valait 6 et quelques, elle est montée à 7,60, là, 7,50, 7,60. Donc elle a pris quoi, 1 euro, vous vous rendez compte, c'est presque 20% aussi. Donc il y a plein de petites valeurs, avec des valeurs à rendement, elles ont été bien ramassées ces derniers temps. Hein. Ouais. Oui, ça peut être une attitude un peu plus défensive. Après, on est dans une situation où il y a une création de richesse extrêmement importante. Donc, on est dans un peu un sentiment de toute puissance, quand même, quelque part. Il y a un appétit pour le risque qui a évidemment énormément progressé dans la mesure où cette richesse, elle rend les gens forts. Et le marché, c'est pour ça que moi, je pense que le marché ne peut pas être amené à baisser fortement, rapidement. Quoi. Donc, je comprends. C'est pour ça que tout ça, ça s'est fait quand même dans une méfiance, avec pas de complaisance, et donc on voit pas de signaux de baisse. Alors, l'exubérance, si on ne la lit Il y en a pas là. Si on ne la lit pas, quand on écoute les gérants qui défilent, on voit bien que, on va dire, c'est un petit peu les innocents les moins pleins. Franchement, cette année, une guerre, des taux qui montent, on s'en tire pas si mal. Là où il y a la vraie exubérance, c'est au niveau de la consommation des ménages américains, qui se fait maintenant alors très très largement à crédit, et on va atteindre ce chiffre mythique des 1000 milliards d'encours sur les cartes de crédit. Et je rappelle que l'essentiel de cet argent, qui est en fait au-delà de la facilité de caisse, c'est de l'argent qui est facturé à 15, 16, 17%. C'est juste énorme. Les gens sont en train de se faire défoncer littéralement. Mais j'ai l'impression que là, effectivement, on s'est fait droguer à la liquidité par les chèques fédéraux. Les gens, ils ont pris l'habitude d'acheter le dernier iPhone, la plus grande téloche, etc. Et là, mais ils en achètent quoi, 3 par mois parce que les Américains ont vraiment du mal à décrocher. À ne pas consommer, oui, ça je vous confirme. Ils sont accros à la conso, et j'ai l'impression là, par contre, de revoir exactement les mêmes ressorts psychologiques que les subprimes, où là les gens se disaient, tiens, on peut tous acheter de l'immobilier, voilà, on a une... Le niveau des ventes au détail aux États-Unis, après le chiffre de janvier qui est un rebond de 3%, est à un top historique. Non mais, oui, mais voilà. bon. Et voilà, avec donc 1000 milliards d'encours sur les cartes de crédit. C'est 60% de l'activité économique américaine. On est à 11 000 milliards d'encours également sur les prêts immobiliers. Je rappelle qu'on était à 9 000 milliards en 2007 au sommet de la bulle. On est à 11 000 milliards. Enfin, je pourrais dérouler comme ça. Donc on est quand même sur quelque chose qui repose énormément sur la dette quand même. Faut qu'on en ait conscience. Et de la dette qui se refinance à 5%, c'est pas la même chose que de l'emprunt, que de l'argent gratuit. Même si il y a des stratégies qui montrent sur les émetteurs corporate, ils ont quand même énormément travaillé leur bilan. Il y a eu beaucoup de discipline financière pendant la période de DOPA. Ils ont quand même reporté leurs échéances, allongé la maturité de leur dette, etc. Ils ne sont pas face à un mur de dette dans les 3 mois qui viennent. Bravo aux directeurs financiers. Bah oui, c'est leur job. Non mais bien sûr. Heureusement. Mais ils ne l'auraient pas fait, on leur aurait reproché quand même, Philippe. C'est bien géré. Mais moi je dis qu'en face, tout ça ne fonctionne que parce qu'il y a de la demande. Il faut qu'il y ait un acheteur final, et cet acheteur final, actuellement, je le répète, il est complètement endetté et avec un coût de la dette qui augmente prodigieusement. Bon, pour conclure avec vous, Romain, il nous reste 30 secondes. Je rappelle, lundi, donc pas de séance américaine, mais ça redémarre pour les marchés européens. Voilà, donc on aura clôturé le CAC 40 cash à 7347 points ce soir, avec une baisse très limitée quand même, de 0,25% seulement pour le CAC, qui a fait carton plein quasiment cette semaine. On doit prendre 3% sur la semaine encore. Plus de 3. Oui. Et puis on termine au-dessus d'un niveau technique, 7330, qui aurait validé une structure baissière. Encore une fois, attendons de voir le début de semaine. Oui. C'est une nouvelle échéance qu'on va construire. D'accord. Souvent, les tournants se font autour de ces niveaux-là. Je comprends. Mais c'est encore une fois... Les prochaines séances vont être aussi importantes que celle-là, d'une certaine manière. Probablement, parce que il y a la saisonnalité. On est au mois de février, c'est censé être la 3e période de l'année la moins forte, la plus faible. Il y a effectivement peut-être un peu beaucoup pour la Fed aussi, avec les dernières publications dont vous parliez.
février. Et si on ajoute les publications d'inflation de la semaine et puis les publications des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, il peut y avoir un petit coup de frein de ce côté-là, mais encore une fois, pas plus, et des marchés qui restent forts. On parle au mieux, je vous dis, graphiquement et techniquement, d'une consolidation de 3%, et ça a l'air d'être un événement déjà difficile, à mettre en place. Et ce serait sain, parce qu'effectivement, on sait que plus on tend l'élastique, plus le retour de bâton est violent ensuite. On aimerait bien que le marché fasse une pause, ne serait-ce que pour ça. En revanche, il y a un phénomène à regarder pour voir comment cette consolidation se met en place. C'est juste si on consolide longtemps à plat, comme on l'a fait les fois précédentes, ça détend les indicateurs et le marché prend de l'élan pour repartir. 15 secondes Oui, pour ceux qui sont encore avec nous. Oui, on n'a pas fini. Sous l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar. Ah oui. On a cassé 1,0785. On a cassé la dynamique. On a neutralisé ensuite. Et là, j'ai un petit biais baissier court terme jusqu'à 1,0480. Donc, je suis un peu vendeur tant qu'on est en dessous de 1,0750, on va dire 1,0780. Et c'est sous 1,0480 pour moi que la rupture se ferait. Merci beaucoup. Rapide, vas-y, fini. L'or, support de 1800, argent, 21. J'ai fini. Rendez-vous le 17 mars, messieurs, pour la prochaine échéance. Ce sera la Saint-Patrick et on aura franchi à nouveau toute une série de réunions de banques centrales qui viendront animer les prochaines semaines. Les 3 sorciers de Smart Bourse étaient avec nous en plateau ce soir.